Salut les Maniacs du gros son qui tâche, comme prévu une petite vidéo spécialement pour vous les Maniacs, et cette fois-ci on part en 1981. 1981, c'est la mort de Georges Brassens, l'élection de François Mitterrand, pour les plus jeunes dont à l'époque je faisais partie, c'est Ulysse 31, et surtout en ce qui nous concerne les Maniacs, c'est la création du plus grand groupe de métal de la planète. C'est pas moi qui le dis, c'est reconnu mondialement, Metallica, en octobre 81. Donc on part en 1981 avec quelques disques. Alors bien sûr il y aura des oublis, comme en 1984, on m'a fait la remarque, j'ai oublié le premier Bon Jovi, bien sûr que c'est un super disque, c'est vraiment un excellent album, mais j'ai préféré sélectionner des albums qui m'ont vraiment marqué, non pas à l'époque, mais tout au long de ma carrière d'auditeur, de fan de métal. Et c'est pour ça que par exemple je préfère le premier Vulcain, Rock'n'Roll Secours, à Bon Jovi, ou même Bryan Adams qui a sorti son album Reckless. Bon, oui, bien sûr je connais le tube Run to You, mais pour moi Bryan Adams ça signifie pas grand chose. Je suis désolé les Maniacs, quand j'évoque des albums, ce sont vraiment des albums qui m'ont marqué tout simplement. Allez, on y va. Bon, ça, j'ai découvert ça sur le tard. Spellbound, l'album de Tigers of Pantang, produit par Chris Tsangarides, qui allait produire d'ailleurs l'album Renegade. Mais figurez-vous, voilà, Renegade de Thin Lizzy, album essentiel de 1981. Or, il n'est pas dans ma liste. Je l'ai oublié, c'est un oubli de ma part. Presque un crime de lèse-majesté, parce que j'adore ce disque. Mais bon, on ne peut pas tout choisir non plus. Donc voilà, Spellbound avec le célèbre Gangland que le créateur a repris plus tard sur son mini LP Out of the Dark. Puis après il y a des super morceaux, Silver and Gold, Blackjack, et puis il y a également une power ballade avec la voix de John Deverill qui est magnifique, Mirror. Et John Sykes, bien sûr, qui plus tard les rejoindre, ben, on y revient, Thin Lizzy. Excellent album de heavy metal, typique de la New Wave of British Heavy Metal, qui à l'époque, en 1980, est à son apogée, mais également amorce son déclin, parce que comme toutes les modes, c'est éphémère. On reviendra là-dessus dans quelques minutes. Novembre 81, le deuxième album de AC/DC featuring Brian Johnson, produit par Mutt Lange, For Was About to Rock. We Salute You, un best-seller de cette année-là, notamment en France, plus de 500 000 copies, je pense, qui ont été vendues en une semaine ou deux. Donc c'était vraiment le groupe numéro 1 à l'époque en France, AC/DC. Et pourtant, c'est pas un album qui est cité en tant qu'album référence de la carrière du groupe. Je l'adore, hein. Bien sûr, le morceau qui clôt les concerts du groupe depuis sa sortie, donc le For Was About to Rock, dernier titre interprété par le groupe à chaque concert. Put the Finger on You, le deuxième single, Let's Get It Up. On pourrait tous les citer, hein. Le morceau le plus énervé, c'est Snowballed. Mais vraiment un album que j'adore, et puis avec la pochette intérieure, bien sûr. Je me souviens, c'est mon parrain qui m'avait offert ce disque à Noël 83 et on avait compté les spots. Tellement il y en avait sur cette pochette. Et on m'avait dit en même temps en 83, c'est mort AC/DC, AC/DC c'est mort. Bah oui, à l'époque ça l'était avec Flick of the Switch. Mais moi je m'en fous, j'écoutais du hard rock, j'aimais bien AC/DC, donc je voulais à tout prix compléter ma collection d'AC/DC. Allez, New Wave of British Heavy Metal toujours, Saxon, 4e album, en l'espace de 2 ans, Denim and Leather, avec ses hymnes and the bands play on, Princess of the Night, bien sûr, qui est un de leurs plus grands morceaux, le morceau titre Denim and Leather, avec les super paroles, qui évoquent justement les fans de New Wave of British Heavy Metal et leurs coutumes. Donc lire la presse, aller voir les concerts, acheter des disques, c'était le quotidien des metalheads british à cette époque. Et fort justement, Saxon leur rend hommage sur ce 4e album, Denim and Leather. Enregistré au Polar Studios, le studio de ABBA, où Trust également allait succéder à Saxon pour enregistrer ce 3e album, Marche ou Crève.
produit par Tony Platt, l'ingénieur du son d'ACDC. Un album enregistré ouais, sans pression, paraît-il, mais bon, la pression était énorme. Succéder à Répression et à son hit Antisocial n'est pas chose aisée. Et le groupe s'en est sorti avec les honneurs, mais l'album a remporté quand même un succès moindre que ce fameux Répression. Alors bien sûr, l'hommage à Bon Scott, Ton dernier acte, Certitude, Solitude, qui était sorti en single, La Grande Illusion, Les Brutes, Les Templiers, là aussi un album avec plein de classiques. Et c'est l'album enregistré avec Nico McBrain qui plus tard, quelques mois plus tard, rejoindra Iron Maiden. Toujours en France, le premier Warning, là enregistré en France, avec bien sûr Raphaël Garrido, Chris Aubert qui est à la guitare, Didier Bernoussi à la deuxième guitare, et donc pour beaucoup c'est l'album du tube tel que tu l'imaginais. Il y a également Ciné Regard, Going to USA, le reggae rock Satan Relapse, hard reggae, ça se faisait à l'époque, Scorpion par exemple avec Is There Anybody There, et ce morceau-là de Warning, Satan Relapse, est un parfait exemple. Fair Warning, c'est le 4e album de Van Halen, donc comme marqué sur l'obi, le nouvel album 81 de Van Halen. Toujours produit par Ten Templeman, l'album de Mean Streets, So This Is Love, Unchained, qu'on entend régulièrement sur les bonnes radios rock. Excellent album, mais bon, pour beaucoup, ouais, le groupe se répétait un peu. Bon, c'est le son qui fait beaucoup, hein. C'est-à-dire que les frères Van Halen avaient tous les deux leur son bien à eux. Son de batterie, son de caisse claire, son de guitare, donc ça, voilà, ça sonne comme du Van Halen. Ils peuvent jouer de la polka, ils peuvent jouer du thrash, ça sonnera toujours comme du Van Halen. Le meilleur album de Riot, époque Guy Speranza, avec Kip Fleming, Sandy Slavin à la batterie, Greg Ventura et bien sûr Mark Reel, les deux gratteux, pour leur Fire Down Under, super album de heavy rock à l'américaine, le plus américain des groupes de la New Wave of British Heavy Metal. Fire Down Under avec Swords and Tequila, Don't Hold Back, Outlaw, magnifique morceau. Et malheureusement, après ce disque, Guy Speranza allait se faire la malle, remplacé par Red Forrester. Le plus hard des albums de Def Leppard, c'est celui-ci, High and Dry, avec le morceau titre High and Dry, produit par Mutt Lange, très occupé en cette année 81, puisqu'il a produit For the Battle Rock et également l'album 4, Fort de Foreigner, qui aurait mérité une place dans cette liste, mais encore une fois, c'est pas un album avec lequel j'ai grandi. Bon, vous allez me dire Tigers non plus, mais on est plus proche du hard rock heavy metal avec Tigers qu'avec Foreigner, avec tout le respect que j'ai pour les fans de Lou Gramm et Mick Jones. Def Leppard donc, High and Dry, l'album le plus hard du groupe, Lady Strange, Let It Go, la ballade Bringing on the Heartbreak, Switch 6 to 5, l'instrumental, et c'est le dernier album avec Pete Willis, et bien sûr le batteur avec ses deux bras, Rick Allen, Joe Elliott, Rick Savage et le regretté Steve Clark, qui nous a quittés en 1991. Excellent album. Numéro 1 en Angleterre en juin 1981, Motorhead, No Sleep Till Hammersmith, un des plus grands disques live, mais ça tout le monde le sait, j'en ai déjà parlé, déjà évoqué dans mes précédentes vidéos. Clairement le disque voilà, qui m'a vraiment fait aimer le hard rock, en compagnie d'autres, hein, d'autres disques, mais celui-ci en fait définitivement partie.
tous les titres sont magnifiés dans leur version live, et un grand merci également au producteur qui a su bonifier le son Motorhead en live, Vic Mail, qui a bossé avec Guns N' Roses entre autres, Girls School, et qui nous a quitté en 1989, le producteur Vic Mail. Et bien sûr les photos Polaroid qui m'ont fait rêver à cette époque également. Définitivement un grand album live et un grand album de Motorhead tout court, et un indispensable de l'histoire du hard rock. Déjà évoqué puisque leur chanteur à cette époque est décédé il y a quelques mois, Paul Di'Anno, qui chante sur Killers avec Martin Birch qui nous a également quitté, le producteur et Sabbath. Magnifique album que tout le monde possède déjà. Ozzy Osbourne, son deuxième album. Je veux remercier Bob Daisley, son bassiste parolier, parce que il n'est pas crédité, mais il a participé de manière active à l'enregistrement et à la composition de ce classique. Dernier album avec Randy Rhoads, qui allait partir l'année d'après dans de tragiques conditions. Flying High Again, Over the Mountain, le morceau titre Diary of a Madman, le tout produit par Max Norman, producteur que j'adore. Et donc voilà, même si c'est Lee Kerslake et Bob Daisley qui enregistrent les parties de batterie et de basse sur cet album, Sharon Osbourne, la manageuse et à l'époque pas encore femme d'Ozzy, allait les virer de manière assez ingrate pour les remplacer sur la pochette par Rudy Sarzo et Tommy Aldridge, alors que ce ne sont pas eux qui ont enregistré le disque. Très décrié, mais magnifique album, enfin, je l'adore. Ce Point of Entry, deuxième album avec le regretté Dave Holland. Point of Entry, avec bien sûr les classiques Heading Out of the Highway. Et il y a une triplette que j'adore sur ce disque, Turning Circles, Desert Plains, Solar Angels. Trois titres absolument magnifiques, avec une prestation au top niveau de Rob, du Metal Guard. Alors pour beaucoup, c'est un peu comme l'album Animal Magnetism, c'est-à-dire un album enregistré dans l'urgence entre deux tournées. Le groupe se devait donner une copie à son label CBS. Donc paraît-il un album inachevé. Bon, il y a quelques morceaux un peu dispensables, comme On the Run ou You Say Yes, mais bon, je les adore quand même, ces titres. Donc c'est vraiment un album que j'adore. The Point of Entry. Avec la petite publicité rappelant les 5 autres albums parus chez CBS, puisque Rock'n'Rolla et Sad Wings of Destiny étaient parus sur des indépendants. Le premier Raven, je ne peux pas l'oublier tellement j'adore ce groupe. Rock Until You Drop, les premiers classiques y sont Hard Ride, Hell Patrol, Tyrant of the Airways, et également un autre morceau repris par Creator, et toujours sur le même LP, mini LP Out of the Light, c'est le morceau Lamb of the Slaughter. Donc voilà, la boucle est bouclée. Et enfin les Maniacs pour finir avec cette année 81. Black Sabbath featuring Ronnie James Dio, le deuxième album, The Mob Rules, la mob roule, avec bien sûr le morceau, je cherche, morceau d'ouverture. Oh, The Mob Rules, ben oui, c'est le morceau The Mob Rules, produit par Martin Birch, très occupé également, puisqu'il allait également produire Whitesnake, je pense. Come and Get It, je pense que c'est 1981, et c'est Martin Birch aussi, en plus de Killers d'Iron Maiden. Donc vraiment un magnifique album. Dernier album avec Ronnie James Dio, avant le Dehumanizer
sorti en 92, et premier album avec le batteur et frère de Carmine Appice, Vinny, qui plus tard allait rejoindre et s'associer avec Ronnie James Dio pour le groupe Dio en 83. Avec un morceau que j'adore également, Falling Off the Edge of the World, qui a été superbement repris par Death Angel il y a 2-3 ans sur l'album les réenregistrements The Backtracks. Voilà les Maniacs pour cette vidéo consacrée à l'année 1981. Alors les Maniacs, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ma vidéo de 1984, mais elle a dépassé toutes mes espérances. D'habitude, mes vidéos, ça tourne autour de 600, 700, 800 vues. Là, on est à 4800 vues. Qu'est-ce qui se passe, les Maniacs? Et vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner. Depuis, on a dépassé les 820 abonnés. Donc, waouh. C'est vraiment super, un super chiffre pour un tout petit truc. Voilà, c'est cool, quoi. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si j'oublie des albums, encore toutes mes excuses. Enfin voilà, c'est pas la mauvaise foi si j'oublie tel disque. Il y a tellement de trucs, notre musique est tellement riche, il y a tellement de bons disques. Et encore là, la vague US n'a pas fait son apparition, mais bon, enfin voilà quoi. Les Maniacs, j'ai peut-être oublié, ouais, Too Fast for Love, mais c'est le premier album de Motley Crue. C'est pas ce qu'ils ont fait de mieux. Shout at the Devil est bien meilleur, les Maniacs. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bien laissez vos commentaires. Et je vous dis à très vite. Ciao les Maniacs.